de l'éclairage extérieur, l'éclairage intérieur. Le but du cluster lumière, c'est d'être dans toutes ces dimensions-là. On parle de la voirie, de l'éclairage urbain, des parcs, des stades, un éclairage intérieur, des tunnels, des bureaux, tertiaires, usines. Toutes les applications sont en train de se développer énormément dans ce monde-là. Et quelques projets, pour nous citer un peu des projets phares. On a commencé notre vie en 2010 et on a éclairé la zone des bonnes pratiques urbaines sur l'exposition universelle de Shanghai. C'était une des 4 zones on a géré. On a créé aussi le congrès international Forum LED, qui a lieu donc toutes les années à Paris, qui traite des problématiques des technologies, l'innovation des technologies LED. On a mis en place aussi beaucoup pour les PME, PMI françaises, donc une plateforme d'innovation au service de l'éclairage, la plateforme Piseo, qui a pour objectif justement de la caractérisation, de permettre la réalisation de matériel de qualité dans l'éclairage. On est pilote aussi du European Lighting Cluster Alliance, qui est le réseau de clusters européens qui s'est mis en place autour des conceptions que j'ai pu évoquer donc de l'éclairage précédemment. Et puis pour n'en citer que d'un, par exemple, l'un des projets qu'on met souvent en place, c'est le démonstrateur. Là, je parle du démonstrateur d'éclairage public. On met en application des solutions innovantes qui vont permettre aux villes de mettre en place leur éclairage public. Voilà, mais c'est surtout aussi beaucoup de projets, vous le devinez bien, un ensemble de projets que nos adhérents mettent en place donc, tout au long de l'année. Voilà, je vais donc passer la parole à Christophe Marty. Christophe Marty, qui est un membre actif du Cluster Lumière, qui est aussi le directeur d'un des principaux bureaux d'études, on va dire, de conception lumière en France, Ingélux, avec une dimension où on mixe très bien l'aspect un peu de conception lumière, concepteur lumière, comme on le prononce un peu à la lyonnaise quand on éclaire un peu des bâtiments, des ponts ou autres, mais avec une dimension beaucoup plus aussi de gestion de projet, mais de maîtrise d'œuvre. Ils ont très bien su intégrer ces 2 dimensions-là. Et Christophe va nous présenter donc son approche d'un éclairage autrement et partout. Merci. Bonjour, donc Christophe Marty, oui, je suis donc le directeur d'Ingélux. En fait, Ingélux, c'est un cabinet d'éclairagisme. On verra après, vous allez voir sur les images à quoi ça peut correspondre. Je suis architecte, également ingénieur, donc j'ai une approche qui consiste effectivement à essayer de comprendre un petit peu les projets des architectes avant de les traduire techniquement. Et donc on va voir un petit peu sur la thématique de la lumière, comment on peut faire le lien avec la thématique globale de ce congrès, qui est donc l'architecture de l'ailleurs et l'autrement. Donc on va essayer de faire la lumière ailleurs et la lumière autrement également, et comment on peut faire cette traduction lumière-architecture et ce lien. Donc dans la présentation, on va commencer par parler un petit peu de ce qui fait que la lumière nous réunit tous, et en quoi la lumière est la même pour tous. J'ai appelé ça le lighting everywhere, donc pour essayer de voir ce fil conducteur qui nous rassemble tous sur la lumière, avant de voir ce qui nous en sépare et ce qui va faire induire la partie culturelle d'appréciation de la lumière, avant de finir sur la partie de l'éclairage autrement, qui vous sera présenté par Stéphane Delettre à côté. Alors, la lumière partout, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on a tous besoin de lumière. C'est un besoin qui est naturel. C'est pas un besoin qui est une préférence. On sait qu'on a tous besoin de lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Alors, le pointeur se trouve ici. Voilà. Quand on se trouve sur la lumière, on sait qu'on a tous ce bonheur de pouvoir recevoir cette lumière. On peut dire qu'on réagit tous positivement à la lumière. Ce qu'on sait, c'est qu'on réagit tous négativement quand on n'a pas de lumière, en particulier de lumière naturelle. Un exemple, la lumière, l'exposition à la lumière que l'on peut recevoir tous au cours d'une journée. Dans cette salle, certains de vous qui sont architectes et qui construisent des bâtiments connaissent peut-être des quantités de lumière. Donc on sait que dans une pièce, dans un bureau, on veut 500 lux. Oublions les quantités, ça va être des ordres de grandeur qui vont nous intéresser. Donc dans cette pièce, j'ai mis 200, j'étais un petit peu optimiste, on est peut-être plutôt à 100 lux. La question que je pose souvent quand on fait des formations, c'est est-ce que vous savez ce que l'on peut recevoir quand on est à l'extérieur d'une salle, d'un bureau? Les gens me disent souvent on a peut-être 1000, 2000, 3000, 4000 lux, ce qui peut commencer à paraître beaucoup. Non, en extérieur, on peut recevoir
100 000 lux. 100 000 lux, c'est 200 fois plus que ce que l'on peut avoir dans un bureau. Il faut bien se rendre compte que la lumière naturelle, extérieure, est beaucoup plus puissante et avec des ordres de grandeur qui sont sans aucune commune mesure avec ce que l'on peut recevoir dans une salle, comme celle-ci, ou dans un bureau. Et y compris en hiver, donc 100 000 lux, c'est un petit peu le maximum en plein été, on va dire, quand on fait une activité extérieure. Mais même en hiver, quand on est au ski par exemple, on a largement 20 000 lux, même dans la rue 20 000 lux. Je vous rappelle, 20 000 lux, 200 lux. Donc il y a cette question d'accès à la lumière qui va être très important pour notre rythme et notre bien-être. Donc le fait que l'on soit exposé avec des niveaux qui sont on va dire aussi faibles ou en tout cas aussi limités par rapport à l'extérieur, on peut faire un petit calcul rapide. Oubliez également les parties multiplication un peu compliquées, c'est juste un comparatif pour dire que quand on passe une journée dans un bureau, on passe donc 8 heures à 500 lux, une heure à l'extérieur où on va avoir à peu près 4000 lux. Quand on est dans notre voiture, on a plus de lumière que dans le bureau, mais ça reste quand même assez limité. Donc le cumul de lumière au cours d'une journée, on va dire qu'on a 8000 luxeurs, où il y a aussi les quantités, mais on a 8000. Si on travaille à l'extérieur, on va passer 8 heures avec en gros 10 000 lux, et puis une heure également dans la voiture. Donc on a 84 000 luxeurs. Surtout ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un facteur 10 entre la quantité de lumière que l'on cumule et que l'on reçoit entre une journée dans notre bureau et une journée à l'extérieur, telle que l'on pourra avoir, ou des gens qui travaillent à l'extérieur. Quand on passe une journée en vacances à l'extérieur en plein été, on va passer 9 heures à 50 000 lux, donc on va avoir 450 000 luxeurs. À nouveau, on est dans des rapports de 50 fois entre la journée dans un bureau et la journée en vacances. Ce cumul nous amène effectivement à constater que le style de vie urbain nous amène à une quantité de lumière qui est de l'ordre de 2% à 10%, si on est un maximum, par rapport à ce qu'on pourrait avoir en extérieur. Également, autre facteur, on va voir un petit peu l'impact que ça a sur notre rythme biologique, mais un autre facteur est la position géographique que l'on peut avoir, et on a des écarts qui sont très importants. Ici, c'est une carte en Europe, on pourrait faire la même un peu dans tous les continents, même si l'Europe est petite, on va dire, par rapport à l'Afrique ou à d'autres continents, même à l'intérieur de l'Europe, entre Glasgow en Écosse et Naples en Italie, ici on a la quantité de lumière cumulée sur une année, et on voit qu'on peut avoir 85% de lumière cumulée sur une année en plus, donc quasiment le double. De la même façon, l'exposition au soleil peut être doublée entre Glasgow et Naples. Même à l'intérieur de la France, si on se situe sur un seul pays, on peut avoir 50% de temps de soleil en plus. Et ça, c'est pas neutre, hein. On sait que même en France, pour ceux qui sont français ici, on aime bien aller dans le sud, se dire qu'on va aller prendre de la lumière ou se déplacer pour prendre de la lumière. L'accès à la lumière naturelle n'est vraiment pas le même pour tout le monde. Et cet accès à la lumière naturelle, on a un petit peu tous l'intuition que c'est important. On a tous cette envie d'aller attraper de la lumière et d'aller effectivement prendre une cure de soleil. On appelle ça au français la cure de soleil, effectivement. Ça, c'est une intuition qui a été concrétisée depuis les années 2000. On a pu identifier de façon biologique en quoi consistait, quel était le mécanisme qui influait sur notre santé. Donc en 90, dans les années 80, c'était plutôt fin 90, en 99, il y a eu des expériences, donc je vais vous en présenter une juste après, qui ont consisté à essayer d'identifier quel était le mécanisme qui aboutissait à cet aspect envie de lumière. Et les études ont permis d'identifier un nouveau capteur qui se trouve dans l'œil. Vous connaissez probablement tous les cônes et les bâtonnets qui permettent de voir les couleurs et les quantités de lumière. On a découvert un autre capteur qui se trouve au fond de l'œil et qui, lui, est sensible à un autre spectre de lumière, pas complètement le même que les cônes et les bâtonnets, et c'est lui qui va impacter la sécrétion de mélatonine. La mélatonine, c'est donc une hormone qui va gérer notre sommeil. Et du coup, l'impact de la lumière sur cette hormone va nous permettre de caler le rythme circadien, le rythme jour-nuit. Donc la lumière, on a pu prouver que l'impact de la lumière sur notre corps, c'était vraiment cet impact de rythme biologique, qui ensuite va avoir d'autres impacts sur le bien-être, la productivité, le fait d'être en alerte ou pas. Alors, un exemple des recherches qui ont permis d'aboutir à ces conclusions. Il peut paraître un petit peu compliqué, mais vous allez voir qu'il est assez intéressant ce diagramme. Ce sont des essais qui ont été faits sur des personnes Alzheimer. Ici, on a une personne, et ici, les petites barrettes, ce sont les taux d'activité de la personne
en fonction de l'heure sur plusieurs journées. Ici, on a du mal à lire le fait que ce sont des journées, le jour, la nuit. En fait, si on regarde bien, ici, on est à 2 h du matin, et on voit qu'à 2 h du matin, la personne était complètement éveillée. Et ici, c'est l'activité d'une personne normale, Alzheimer, avant un traitement, qui ensuite a été fait ici. Le traitement consistait à exposer les gens à des fortes quantités de lumière pendant la journée. Et on se rend compte que, ça c'était avant, ça c'est pendant le traitement. Pendant le traitement, on se rend compte que la nuit, l'activité des gens a complètement chuté, donc c'est-à-dire qu'ils ont dormi, ils ont beaucoup mieux dormi pendant la nuit. Et pendant la journée, là où on voyait qu'il y avait des aspects, des moments où les gens n'étaient pas actifs, là, sur une personne, on voyait que la personne était complètement active pendant toute la durée de la journée. À droite, on a la même chose sur une moyenne pour 22 personnes du panel. Donc ce que l'on constate, c'est que sur l'ensemble du panel, quand on a traité les gens avec cette quantité de lumière, on a vu que les gens étaient beaucoup plus actifs la journée et dormaient beaucoup mieux la nuit. Et quand on arrête le traitement, ça redevient erratique. Donc on a vraiment un indicateur très fort on avait en 97, c'était un test qui a été fait en 97, cette indication de ce lien entre la lumière et la santé et le rythme biologique. Donc, on voit qu'on est les mêmes, on est biologiquement fait de la même façon et on réagit de la même façon à la lumière, en particulier à la lumière naturelle. La question qui va se poser maintenant, donc là on est vraiment sur quelque chose de biologique, on est en dehors du cerveau, on n'a pas fait l'interprétation de la lumière du cerveau. Maintenant on va passer sur cette partie. Est-ce que l'on comprend la lumière de la même façon et est-ce qu'on est tous égaux sur cette façon d'interpréter la lumière? Donc là, on va voir certaines images et certaines lumières dont je pense que la plupart d'entre nous fait la même interprétation. Ici, on a une image d'un lever de soleil, le sunrise. Ici, je pense qu'on est tous capables de se dire, c'est peut-être un coucher de soleil ou un lever de soleil, mais on ferait abstraction d'ici du soleil qui est présent, on montrerait juste cette partie de l'image, on aurait tous dans l'idée que oui, c'est un soleil rasant, on a tous vécu un lever de soleil ou un coucher de soleil, donc on va faire appel à nos souvenirs, à notre cerveau, à notre expérience personnelle pour se dire, ces couleurs-là sont attribuées à un lever ou un coucher de soleil. On va un cran plus loin, si on compare un lever de soleil à un coucher de soleil, on a tous compris qu'on a tous dans la tête le fait que cette couleur rougeoyante, on les a tous vus sur un coucher de soleil. Donc si on ne faisait qu'une extrapolation, une extraction de cette couleur-là, on l'interpréterait tous comme « ça c'est un coucher de soleil ». Et du coup ici, une lumière un petit peu plus bleutée, un petit peu plus fraîche, on dirait « ça c'est le lever de soleil, ça c'est coucher de soleil ». Pourtant, ce ne sont que des couleurs, des teintes de couleurs, mais on est en train d'interpréter la lumière. Et là-dessus, probablement, on a tous les mêmes expériences de lever et de coucher de soleil. Donc on a une façon un petit peu transnationale d'interprétation de la lumière. Un autre exemple, la lumière de la Lune, ça également c'est quelque chose qu'on peut voir évidemment dans tous les pays, dans toutes les parties du monde. On sait tous que la lumière de la Lune, elle est plutôt blanche bleutée, donc en anglais le blue moon, et donc on sait que sous une lumière de la Lune, on est tous un petit peu bleutés. Alors on sait qu'on dit la nuit, tous les chats sont gris. Oui, mais avec la Lune, on sait qu'on est plutôt sur un aspect bleuté de rendu de couleur. Ce qui nous amène à dire que sur cette image, qui est évidemment un montage un peu grossier, on pourrait se dire que ça c'est quelque chose de complètement abstrait, mais on a tous l'interprétation, on interprète cette image en se disant le Taj Mahal un petit peu bleuté, c'est que c'est une image de nuit sous la Lune. Donc là, la Lune est vraiment grossière et incrustée, elle devrait être de la même teinte. Mais on peut être amené à interpréter des images et des couleurs, donc interpréter la lumière en fonction de notre vécu qui là est commun partout dans tous les pays. Donc on comprend tous que là, c'est le Taj Mahal de nuit sous la Lune. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Certains artistes et certains concepteurs lumière l'utilisent pour faire appel à notre imaginaire commun et pour pouvoir faire des conceptions lumière qui vont parler à tout le monde de façon transnationale, internationale. Donc là, c'est la grande mosquée d'Abu Dhabi, qui a été construite, dont la conception a été faite par Peter Speyer, je crois. Et donc, on a une image où on a quelque chose de bleuté, avec des petites ombres dessus. Évidemment, c'est de la projection de lumière, c'est pas la vraie couleur que l'on va obtenir sous la Lune, mais on sait tous l'interpréter en disant « Ah oui, ça, c'est une image de nuit, c'est la beauté de la nuit, la Lune,
et un bâtiment sous la Lune. Donc du coup, on peut jouer en termes d'illumination et d'éclairement sur l'inconscient collectif et pour pouvoir donner des sensations et des ambiances lumineuses. On peut aller au-delà en oubliant le bâtiment lui-même et en faisant en sorte de créer des ambiances, des atmosphères qui vont nous parler. Et ça, ce sont des expériences qui ont été faites à Lyon. On a fait une fausse fenêtre, une fenêtre artificielle, avec une plante, parce qu'on s'est très vite rendu compte qu'une surface, tant qu'il n'y a pas de plante et qu'il n'y a pas de vue derrière, ça ne sert à rien, on ne l'assimile pas à une vraie fenêtre. Et donc en faisant en sorte que dans cette fenêtre, à l'arrière du mur, on a tout un système de simulation de teintes de lumière. On est capable de créer du bleuté, du froid, du chaud, et donc de créer des ambiances un petit peu, alors là on a parlé de coucher ou de lever de soleil, là probablement on est avec un truc un petit peu bleuté, donc peut-être que c'est un lever de soleil. Ici c'est peut-être quelque chose d'un peu artificiel, peut-être c'est la nuit avec la lune. Donc toutes ces ambiances, on voit qu'on a une interprétation qui est complètement différente de ces espaces en fonction de la lumière qu'on va pouvoir fournir dans cette fenêtre virtuelle. Donc ça c'est assez intéressant de se rendre compte que le message, la lumière qu'on va envoyer va être interprétée par les gens pour se dire « Ah oui, je sais quelle heure du jour il est », et donc de recréer un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Une autre thématique dont on s'est très rapidement rendu compte qu'elle est vraiment internationale, c'est la luciole. Alors la luciole, j'ai posé la question tout à l'heure à d'autres personnes, qu'est-ce que ça leur évoquait? Donc une personne qui disait tout à l'heure habiter à Abidjan a dit « Ah oui, la luciole, c'est ce petit insecte très romantique qu'on voit la nuit dans les champs en été. » Et donc elle m'a sorti, c'est la personne qui fait la traduction, hein, elle m'a dit « Ah oui, ça m'évoque beaucoup de choses. » Donc cet insecte et cette lumière qu'il va produire est comprise visiblement de la même façon dans tous les pays et interprétée de la même façon. Donc c'est un outil que nous on a utilisé sur une exposition universelle à Shanghai, dans laquelle on avait posé cette même question à nos interlocuteurs chinois en demandant « Est-ce que vous connaissez le Firefly ?» Donc ils nous ont tout de suite dit les mêmes réactions que ce que je vous ai dit. Donc ils nous ont appris à le dire, hein, c'est Yin Hua Chun. Alors je le dis très mal, mais ça les faisait beaucoup rigoler. Donc ils avaient également cet inconscient collectif sur cette lumière et sur cet insecte, ce petit insecte, et ce qu'il pouvait véhiculer de romantique et de faible consommation, de bien-être, d'été. Donc on a vraiment des sujets sur lesquels on va pouvoir jouer et utiliser l'inconscient collectif pour véhiculer des messages, et donc sur cette exposition universelle pour véhiculer le fait qu'on était dans un espace qui consommait peu de lumière, qui était très peu éclairé mais très romantique, et donc véhiculer des atmosphères en plus. Un autre type de lumière qui parle à tout le monde, c'est donc, Patrick Lergère en a parlé tout à l'heure, tout ce qui est lumière festive et ce qu'on va appeler les lighting festivals ou les festivals lumière. Donc à Lyon, on a beaucoup tous les années ce show où il y a 3 millions de personnes qui viennent voir tout ce qui s'y passe. Et on sait que tout ça est très festif et très bien perçu par tous les pays, toutes les personnes qui ont pu y venir. Et donc ça s'exporte très bien. Alors outre le fait que ce soit un objet commercial ou autre, on sait que les aspects couleurs dynamiques, les couleurs qui changent, les shows lumière, tout ça est vraiment perçu comme quelque chose de festif, de positif. Et là également, les couleurs sont interprétées de la même façon, le changement de couleur est interprété de la même façon dans tous les pays. Donc la dynamique est vraiment internationale. Donc tout ça, c'était les aspects qui nous rassemblaient. Ça, de façon un peu objective, on est capable d'en parler. Ce qui est plus compliqué, c'est de dire qu'est-ce qui va nous séparer et qui va faire qu'on va pouvoir expliquer que des gens interprètent la lumière de façon complètement différente dans d'autres pays. Donc là, je vais plutôt vous donner des exemples de choses que j'ai pu vivre, qui sont plus des anecdotes, parce que je ne peux pas faire une généralité et déclarer tout ce qui va se passer de la culture d'un pays à l'autre. Je vais plutôt vous donner des exemples de choses qui ont été plutôt surprenantes pour nous quand on a fait de la conception. Un fait plutôt là objectif, c'est les préférences de couleurs, de température de couleurs, donc ce qu'on appelle la teinte de lumière, entre les pays, en particulier entre les continents. À gauche, on a une lumière plutôt chaude, plutôt dorée, et on sait que ça, en Europe, on préfère cette teinte, qui est un petit peu, voilà, on appelle ça des températures de couleur en Kelvin. On a plutôt une couleur chaude, et c'est ce qui est préféré dans les bureaux, de façon lumière un peu neutre. Et en Chine, et en particulier en Chine, tout ce qui est en Asie, les gens préfèrent très très largement une lumière très très froide, ce qu'on appelle une température quasiment lumière naturelle à 6500 Kelvin. Donc si on montre cette image en Chine ou en Europe,
les gens vont nous dire « Ah, moi je préfère aller dans cette case-là ou dans cette case-là ». Et là, on va discriminer les gens et on se rend compte que c'est non pas un besoin, mais une préférence en fait. Donc pour continuer sur la Chine, nous avions voulu faire sur l'exposition universelle un site où il y avait une lumière très... Alors là, les images sont très sombres, c'est un petit peu plus clair que ça normalement, mais des espaces où on avait très peu d'éblouissement et où surtout on voulait voir tout ce qui était vertical, tout ce qui était surfacique, et les seuls éléments qui étaient un petit peu lumineux visiblement étaient poétiques, donc ça ce sont des luminaires qui existent à Lyon. Donc on avait fait en sorte de n'avoir surtout aucun éblouissement. Et on s'est rendu compte, enfin, en faisant nos réglages, tous les jours, on se rendait compte qu'il y avait un espace sur lequel on avait des luminaires qui étaient à l'horizontale, qui n'étaient pas du tout éblouissants, et tous les matins, on les retrouvait verticalement, en train de nous éblouir complètement, et donc on les remettait à l'horizontale, et tous les matins, on les retrouvait verticalement. On a creusé pour savoir qui faisait ça, et en fait, ce sont les responsables du site qui nous ont dit « Ah, mais quand on met le luminaire à l'horizontale, on n'y voit pas. On n'y voit pas. » Alors qu'on avait la quantité de lumière satisfaisante. Ils nous ont dit par contre, quand vous le mettez comme ça, là on y voit, parce qu'on est ébloui, parce qu'on a ce point de lumière qui nous arrive dessus. Donc en fait, la compréhension de l'éblouissement n'était pas du tout la même. Un autre exemple, donc sur les façades du Louvre où on a travaillé, on a donc des surfaces qui sont très douces, qui sont bien réparties, et donc des quantités de lumière qui sont assez faibles. Quand on a dû refaire cet éclairage avec des LED, donc ça c'était l'existant, on a demandé à une société, donc c'était la société Toshiba, on leur a donné un cahier des charges, en leur disant il nous faut tant de lumière, tant de tel angle, on a fait un cahier des charges très précis, pour retrouver la même quantité de lumière et la même répartition. Le jour où on a fait les premiers tests, on a eu une grosse surprise en arrivant, on est arrivé de loin, par ici à peu près, et on voyait la surface du test, et on voyait quelque chose de complètement suréclairé, de quelque chose qui était, nous on appelait ça, on a brûlé le bâtiment en termes de lumière, c'était complètement saturé, vous voyez ce qui se passe ici à gauche. En fait, les gens nous avaient fait préparer des luminaires, ils nous avaient dit « Ah, on a une bonne surprise, on vous a fait des luminaires qui sont 10 fois plus puissants, qui fournissent 10 fois plus de lumière que ce que vous nous avez demandé. » Et donc c'était des Japonais, ils étaient tout à fait contents, ils étaient persuadés qu'on allait dire « Magnifique, on y voit encore mieux qu'avant, donc bingo, on continue. » Et ils ont été très surpris qu'on leur dise « Non, non, mais là, ça va pas du tout. Nous, on a besoin de quelque chose de doux, de tout à fait soft en anglais, donc ça va pas du tout. » Donc là, on avait vraiment une différence d'appréciation également. Donc les Japonais étaient vraiment très déçus de devoir grader leur luminaire à 1/10 de leur puissance. Un autre exemple en Australie, donc avec les ateliers Jean Nouvel, ils nous ont demandé de travailler en fait sur un bâtiment avec eux, sur lequel donc Jean Nouvel avait conçu ce bâtiment, et les Australiens leur avaient expliqué, on l'a su en cours de projet, même quand ils ont expliqué le projet, la base de ce projet c'était de pouvoir construire un bâtiment bien sûr, mais les Australiens leur ont dit « Ah, vous savez, nous en Australie on a une culture du soleil qui est très importante, et votre bâtiment il va créer de l'ombre sur un jardin qui se trouve juste en bas. » Donc ils ont dit on a du mal à accepter qu'il y ait moins de soleil qu'avant. Donc Jean Nouvel avait retourné la contrainte en avantage en disant qu'à cela ne tienne, on va faire un énorme miroir, un héliostat, qui va renvoyer le soleil et qui va le redévier à l'endroit où on avait fait de l'ombre. Évidemment, pour nous, éclairagistes, on a tout de suite réagi en disant qu'il n'y aura pas du tout autant de soleil qu'avant, c'est un petit peu une vue de l'esprit, mais il a fallu aller jusqu'au bout et on a donc fait un héliostat, que vous voyez ici, qui est construit, qui est donc à 100 mètres de haut, qui fait 40 mètres de diamètre de côté, et qui permet de renvoyer une partie du soleil en dessous du bâtiment. Donc là, à nouveau, nous en France, on n'aurait jamais pensé à se dire qu'il faut absolument retrouver du soleil, mais c'était une contrainte qu'en Australie est visiblement très importante. Un dernier exemple, et j'en finirai là-dessus, on a travaillé sur un musée à Moscou, où les gens sont venus nous chercher en disant « Ah, vous avez fait un musée, le musée du Louvre en particulier à Paris, donc on a besoin, nous, de refaire un palais qui soit aussi bien éclairé que le Louvre pour pouvoir exposer, pour pouvoir faire un musée en fait. » Alors on a travaillé beaucoup sur, c'était un palais, un ancien palais, donc on a fait certaines salles qui étaient visiblement pas liées à du musée, mais on avait fait toutes les études, et on a fait ici par exemple des salles dans lesquelles il y avait un éclairage général, un éclairage d'accentuation, des spots vraiment très bien comme on pourrait les avoir au Louvre, et notre surprise ça a été qu'en fait ces salles ont été utilisées pour faire des banquets, des fêtes, et pas du tout un musée. Et en fait, eux, les Russes, n'avaient pas du tout besoin d'un musée, ils avaient besoin d'avoir un bâtiment qui soit bien éclairé,
et dont il puisse dire qu'il avait été conçu par des Français qui avaient fait autre chose. Donc là, il y avait vraiment une incompréhension sur les données de base du projet, et donc notre éclairage, j'ai envie de dire, il n'avait pas servi à rien, mais on aurait pu le faire différemment. Donc là, à nouveau, compréhension entre les pays, entre les cultures un petit peu différentes. Pour conclure, nous, on se dit que toutes ces images sont des projets qu'on a faits. Nous, on en est plutôt contents, évidemment, sinon on ne les aurait pas fait, je ne vous le montrerai pas. On se dit, ah, ça, ce sont des ambiances un peu chaleureuses, un peu froides, un peu contrastées. Ah, ça, c'est une église, c'est sympa, voilà. On fait un certain nombre de conceptions, donc nous, on se dit qu'elles sont bien, évidemment. La question qu'on se pose à chaque fois qu'on va dans d'autres pays, c'est, oui, mais est-ce que les gens vont être satisfaits, ou est-ce que c'est ça qu'ils attendent d'un projet de lumière? Et cet aspect d'interprétation de lumière nous amène vraiment à nous poser des questions et à faire attention à cet aspect d'appréciation. Voilà, donc je vais finir plutôt sur cette question. Ensuite, je vais laisser la main à Stéphane Delettre, qui va nous parler de la façon dont on peut éclairer différemment aujourd'hui avec différents outils. Et donc finir plutôt sur cette question on ne connaît pas nos interlocuteurs, il faut qu'on se rapproche d'eux pour essayer de comprendre ce qu'ils attendent et surtout de connaître leur code en leur posant des questions et en discutant. Voilà, donc je passe la parole. Bonjour à tous, Stéphane Delettre. Stéphane Delettre, Société Philips. Moi, je travaille avec les agences d'architecture. L'idée là, c'est de vous donner également d'autres visions de ce que peut être l'éclairage maintenant et également ce qui pourrait être plus tard, en passant plutôt d'abord par un côté technique, donc qui ne va pas forcément durer très longtemps, mais pour que vous compreniez quelles sont les nouvelles possibilités, les nouvelles manières de concevoir un éclairage. Un petit tableau, un petit schéma, retenez pas forcément les chiffres. Par contre, ça vous donne en tout cas une idée de ce qu'a été le domaine de l'éclairage depuis que l'éclairage artificiel électrique existe, avec une rupture qui est clairement matérialisée ici, qui est celle en fait de l'apparition d'une technologie dont vous avez tous entendu parler. Il s'agit de la LED, qui est apparue finalement assez récemment dans l'éclairage. J'entends la LED de signal existait avant. Par contre, depuis son apparition, elle est arrivée au moins à équivalence au niveau des années 2000 et est maintenant bien supérieure en termes de performance aux sources d'éclairage traditionnelles. Là, on a pris un critère qui était celui de l'efficacité lumineuse, donc le rapport entre l'énergie consommée et la quantité de lumière sortie. C'est un des critères qui nous sert à qualifier une source lumineuse. Il y en a évidemment bien d'autres et on va revenir sur les autres avantages de cette technologie. Un petit peu d'histoire aussi pour vous expliquer, pour que vous compreniez la manière dont les choses ont évolué et ce qui peut également nous attendre à l'avenir. En 1960, les premières LED, qui étaient à l'époque des LED de signal, c'était simplement pour dire si c'est allumé, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne, ça émettait pas suffisamment de lumière pour faire de l'éclairage, sont apparus. On a eu les premières LED qui faisaient de l'éclairage plutôt autour des années 2000. On pouvait commencer à imaginer des dispositifs d'éclairage se substituant au conventionnel. Et puis on en arrive maintenant, en tout cas l'année dernière, à la première LED qui était à 200 lumens, c'est un flux de lumière consommé pour 1 watt consommé. C'est 2 fois plus puissant, efficace que n'importe quelle autre source existante. Ça, c'était l'année dernière. On continue à travailler sur d'autres choses en laboratoire. Et donc l'avenir nous laisse augurer des performances toujours plus importantes. Juste un petit mot, on parle beaucoup, enfin moi je l'entends au quotidien, de LED. Une LED c'est bien, c'est pas bien, c'est de la LED. La LED ça reste jamais finalement qu'un petit composant électronique qui est un semi-conducteur, on lui fait passer du courant et puis il émet de la lumière. Sauf qu'une LED toute seule, ça va émettre de la lumière mais ça va pas forcément éclairer. Il faut toujours imaginer qu'une LED est intégrée dans quelque chose qui s'appelle toujours un luminaire, qui a un corps, qui a quelque chose qui fait fonctionner, un driver électronique, et puis une optique qui va permettre de répartir le flux, répartir la lumière. Tout ça pour bien expliquer qu'on continuera toujours à parler de lumière, de luminaire, et pas forcément de LED. Néanmoins, on va voir aussi que la LED va apporter beaucoup d'avantages par rapport aux sources traditionnelles. On l'a vu, c'est un dispositif qui est extrêmement efficace.
On va pouvoir travailler beaucoup mieux l'optique qu'auparavant et donc diriger juste la lumière où il faut, c'est-à-dire avoir des faisceaux très précis. On a une durée de vie qui est beaucoup plus importante. On a des qualités de lumière, Christophe en a parlé. Qualité de lumière, c'est un petit peu comment vous percevez votre peau une fois que vous mettez votre main en dessous sous la lumière. On a beaucoup entendu, vous allez peut-être être d'accord, la LED c'est froid, ça fait une teinte très froide. Ça c'était les toutes premières LED qui n'étaient pas suffisamment performantes pour sortir beaucoup de lumière, donc on faisait un peu comme on pouvait et ça restait très froid. Maintenant la LED, on a des teintes, des qualités de lumière qui sont comparables aux autres sources artificielles, électriques, et on peut même aller au-delà. Alors on n'est pas encore au niveau du 100% de rendu des couleurs, mais on peut s'en approcher de très très près. En plus de ça, la LED n'émet pas d'infrarouge ou de rayons UV. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va pouvoir être utilisé dans des applications où on ne l'aurait pas forcément vu auparavant. Ça c'est une photo du Rijksmuseum qui est à Amsterdam, qui a été rénové et l'éclairage est 100% LED. On a le rendu visuel des œuvres et leur préservation dans le temps qui est la non-altération par la lumière qui est assurée. En complément, la LED, comme toute source à travers laquelle on fait passer du courant, va émettre un petit peu de chaleur par réaction. Par contre, contrairement aussi par exemple à l'halogène, vous passez votre main dans le faisceau lumineux d'une LED, il n'y a pas de chaleur. La chaleur, elle est dissipée autrement, à l'arrière souvent. L'halogène, souvent le faisceau il est plutôt chaud, vous avez un peu chaud devant une lampe. La LED permet d'éviter ça, donc permet aussi de l'appliquer sur des applications fragiles, c'est-à-dire du retail, de la muséo par exemple. C'est aussi une source qui sera beaucoup moins sensible, par exemple aux températures très froides, par exemple également aux impacts, aux vibrations. Donc on peut aussi imaginer d'autres types d'applications qui est un peu plus compliquées avec d'autres systèmes. Et puis la durée de vie fait en sorte que on va moins maintenir, on va avoir moins besoin de venir remplacer les sources. Donc pour des choses difficiles d'accès, c'est intéressant. Et puis on va arriver maintenant sur une autre partie qui est une partie architecturale. Un des intérêts de la LED, c'est le pilotage. C'est-à-dire que ça fait un allumage, une extinction instantanée, ça fait une gradation, on peut monter, on peut descendre aussi de manière très fine et instantanée, et ça fait surtout de la couleur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec un seul luminaire, avoir une palette, alors on parle de millions de couleurs, après il faut que l'œil puisse les percevoir, mais on peut effectivement avoir les couleurs que l'on souhaite, et surtout avec une réactivité quasi immédiate et sans détérioration de la quantité de lumière. Un petit exemple, on a refait il y a 1 an et demi le haut de l'Empire State Building à New York. Avant l'Empire State Building, c'était des gros projecteurs avec des lampes qui devaient faire de mémoire 2000 watts, et puis on passait des gros filtres dessus, mécaniques, qui étaient articulés. Entre les différentes teintes, et puis entre la source seule et puis le filtre, on pouvait perdre jusqu'à 60% de la lumière qui restait coincée dans le filtre coloré. Maintenant, avec des systèmes LED, on a la même quantité de lumière finalement qui va sortir, quelle que soit la teinte qui sera choisie. Et ça permet évidemment d'avoir des effets lumineux beaucoup plus rapides et beaucoup plus réactifs qu'avec des gros matériels mécaniques qui doivent passer devant le projecteur. Une autre application, c'est les associations maintenant lumière et matière. Comme on l'a dit, la LED, l'intérêt c'est plein de choses, c'est plus efficace, on peut diriger les faisceaux, ça dure plus longtemps. C'est aussi très intéressant parce que c'est beaucoup plus petit qu'une source conventionnelle. Donc on va pouvoir miniaturiser au maximum la chose et puis l'intégrer. Nous, on pousse aussi beaucoup, avec ces nouvelles technologies, à penser peut-être différemment aussi la conception de... Alors, on va parler de luminaire, on n'est plus forcément obligé de parler de luminaire, vous allez comprendre pourquoi après. C'est-à-dire de se dire, bon, j'ai d'un côté le plafond, d'un côté le sol, après j'ai les murs, les fenêtres, et puis bon, forcément j'ai pas le choix, ou ça fait partie de mon projet architectural, mais je vais avoir des luminaires. Et puis je vais bien dissocier les deux, comme ça c'est une manière à peu près traditionnelle de faire. Maintenant on peut avoir d'autres choses. On peut se dire qu'on va prendre un matériau et puis lui changer son aspect grâce à la lumière. On va voir ensuite, et puis on va aussi se dire peut-être que le matériau peut lui-même devenir de la lumière ou devenir lumineux. En termes d'association lumière et matériaux existants, on
on travaille beaucoup avec le verre. Alors le verre, il a une nécessité, c'est de ne pas être complètement translucide, puisque pour voir de la lumière, vous le voyez à un moment où elle est arrêtée par quelque chose. Si vous avez un verre parfaitement blanc, vous ne verrez pas la lumière le traverser. Par contre, si vous jouez sur des effets de verre, là, il y a des petites inclusions de bulles, là il y a des petites stries, vous éclairez par la tranche, vous changez complètement vous passez d'une paroi non éclairée qui sera une paroi avec des lignes, vous l'éclairez, elle devient beaucoup moins translucide, beaucoup plus opaque, et vous changez la perception que vous pouvez en avoir. Une autre chose également, on travaille avec Fred & Fred, qui est un fabricant de panneaux de verre. En éclairant par l'arrière, avec un système dynamique, on peut avoir des parois qui vont devenir des quasi-écrans. On n'a évidemment pas la définition d'un écran vidéo, mais c'est pas l'objet. On est vraiment dans l'animation d'espace. Donc votre paroi devient aussi autre chose, devient un objet d'animation. Une autre matière intéressante à travailler avec la lumière, c'est le métal. Surtout l'émail, c'est-à-dire l'émail métallique. À partir du moment où vous allez éclairer, ou par un éclairage rasant, ou un éclairage frontal, une maille métallique, vous allez lui changer complètement son aspect. Vous pouvez du coup changer complètement aussi la perception, le rendu d'un bâtiment entre le jour et la nuit. Tout comme par exemple le bâtiment va jouer avec l'orientation, la course du soleil et les ombres, vous pouvez recréer des ombres artificielles et puis ou dénaturer ou changer la destination d'un bâtiment rien qu'avec la couleur. Quelque chose de très institutionnel de jour va pouvoir peut-être devenir quelque chose de beaucoup plus festif, par exemple de nuit. Ça c'est un exemple de ce qui avait été fait lors d'un événement qui est la Nuit Blanche à Paris. Un artiste plasticien avait créé des mannequins en grillage, en treillis métallique, donc qui ont a priori pas de matière, pas de corps. Le fait de leur associer de la lumière leur redonne un volume et une substance. Donc c'est un exemple de choses qui peuvent être intéressantes. Ça, c'est également la même installation. Après, la lumière peut aussi intégrer complètement la façade d'un bâtiment. Le bâtiment peut lui-même devenir alors, ou communicant ou interactif et avoir un lien avec son environnement. Ça, c'est un bâtiment qui s'appelle Les Turbulences, qui est à Orléans, qui est fait par Jacob et McFarlane. La façade intègre 12 000 points lumineux, des petits points lumineux qui sont tous contrôlés individuellement et qui donc vont pouvoir permettre de faire défiler différents médias, différents contenus sur une façade. Donc ça, c'est quelques exemples de jour, de nuit, enfin, à la tombée de la nuit, de ce que peut redonner comme nouvelle vision, nouvelle lecture, l'addition de lumière sur un bâtiment. Et puis, on peut aussi dire l'inverse. Plutôt que de dire j'ai un matériau puis je vais l'animer avec de la lumière, je vais peut-être aussi me dire j'ai un élément d'architecture va devenir lumineux. C'est ce qu'on fait par exemple avec Quadrat, fabricant de tissus, en proposant des panneaux ou muraux ou de plafond qui seront des panneaux lumineux et dynamiques. Donc ces panneaux-là, par exemple, vont toujours conserver leur fonction ou de cloisonnement ou leur fonction acoustique, puisqu'ils ont également une fonction acoustique, mais également vont permettre d'habiller les espaces, vont permettre de diffuser du contenu, de créer des ambiances. Pour rejoindre un petit peu ce que disait Christophe tout à l'heure, ces panneaux-là sont utilisés par exemple dans les hôpitaux, dans les salles de réveil. On s'est rendu compte que les patients récupéraient beaucoup plus vite d'une opération en présence d'éléments qui créent une ambiance rassurante, une ambiance de détente, une ambiance de stimulation. Donc c'est par exemple une application de ce type de choses. D'autres exemples. On a parlé des murs, il y a aussi les sols. On peut aussi maintenant intégrer de la lumière dans les sols. Donc ça c'est par exemple avec des seaux, des moquettes lumineuses. Vous avez une moquette qui est tout à fait standard, comme celle-ci, et puis puisque maintenant vous pouvez piloter, vous pouvez créer de l'interactivité, on peut très bien imaginer que quand vous passez à votre hôtel, votre clé dans la porte, votre clé elle a votre nom, elle sait que vous êtes dans cette chambre, vous pouvez avoir une moquette qui vous dit bienvenue madame X et bienvenue monsieur Y. Ça peut être des choses comme ça. Vous pouvez faire de la signalétique, vous pouvez créer de l'événement. Une autre manière de faire, on n'est clairement plus dans l'éclairage là maintenant, on ne fait plus de lumière pour éclairer, par contre on est toujours dans la lumière.
Et puis ça, c'était ce qu'on a vu, c'était ce qu'on sait faire maintenant. Et puis là, peut-être pour ouvrir aussi d'autres choses. Je vous ai parlé de LED, et puis il y a aussi d'autres choses, la OLED, Organic LED. C'est un peu toujours le même principe, vous faites passer du courant, ça émet de la lumière. La grosse différence avec la OLED, par exemple, c'est que la LED, on a vu un tout petit point. Puis ce petit point, il fallait récupérer la lumière, faire un réflecteur, la diriger quelque part. La OLED, c'est une surface qui est parfaitement homogène et qui va elle-même devenir lumineuse. Et en plus, avec quelque chose de très très fin, de très simple à intégrer. Donc ça, on a déjà quelques modèles, quelques panneaux qui existent. Ça commence depuis, je pense, depuis 2-3 ans, vous commencez à en entendre parler. D'abord, c'était pour les écrans, puis maintenant pour l'éclairage. À l'avenir, on imaginera aussi des panneaux beaucoup plus grands, des puissances lumineuses plus importantes, donc faire de l'éclairage quasiment général et quasiment fonctionnel. En tout cas, ça vous permet aussi de vous dire, peut-être que quelque chose que vous n'imaginez pas forcément réel, vrai maintenant, à l'avenir le deviendra. Donc, ne pas hésiter non plus à travailler sur ce type de choses, sur des projets sur lesquels vous travaillez, qui sont forcément pas à échéance demain, mais parfois à 2, 3, 4, 5 ans. Peut-être aussi toujours des choses à venir et dans les cartons. Petit exemple d'une suspension faite en OLED. Voilà, on en a terminé. J'en ai terminé. Merci. Juste pour rebondir sur ce que vient de vous présenter Stéphane, de temps en temps c'est un peu technique, mais nous évidemment en conception, on a besoin pour pouvoir travailler avec les architectes et pour pouvoir traduire les projets, de connaître tout ça. Et tout ce dont on a parlé, il faut bien le traduire en architecture comme des points, des lignes, des surfaces. Et la OLED, pour nous, en termes d'éclairage, ça va être un nouvel outil en termes de surface. On va pouvoir imaginer des choses courbes, des choses complètement planes. Donc l'éclairer autrement, ça va être également éclairé avec moins de puissance, mais éclairé avec des nouveaux outils. Donc tout ce qui est la réflexion amont avec les architectes, elle va être complètement libérée. Avant, on était coincé par le luminaire, son intégration et à quoi ça ressemble, est-ce qu'il est gros ou pas gros. Il faut bien imaginer qu'on vit vraiment une révolution en termes de technologie qui nous amène à avoir des nouveaux outils très conceptuels, qui peut être vraiment de l'ordre de « je vois pas la lumière, ça fait quand même de l'éclairage » ou « c'est une surface lumineuse, mon mur c'est plus un mur, c'est quelque chose de lumineux dont j'ai une nouvelle définition, je sais pas encore si c'est du solide ou pas solide ». On est vraiment dans cette révolution et dans éclairer autrement. Et l'autre aspect de ces économies d'énergie ou de cette faible consommation, c'est qu'on donne accès à d'autres populations à la lumière. Il faut savoir que plus de la moitié de la population mondiale s'éclaire non pas avec l'électricité, mais avec des ressources qui sont autres, qui sont du bois, donc qui n'ont pas l'électricité. Aujourd'hui, on sait qu'avec la LED, on a des systèmes de panneaux photovoltaïques LED directement intégrés avec des petites batteries, qui permettent de ne pas être reliés à un réseau électrique, mais de pouvoir éclairer la nuit, évidemment, on capte la lumière pendant la journée, on la restitue la nuit, et donc d'être complètement localement avec des nouvelles sources de lumière. Donc l'éclairer autrement, c'est également utiliser cette technologie pour des nouvelles applications, des nouvelles façons de réfléchir. Donc il faut bien avoir conscience que cette révolution, on est en cours, je ne dirais pas qu'elle est à peine débutée, on a vraiment commencé à changer la façon d'éclairer, mais il va encore y avoir des nouvelles étapes, et entre autres avec les OLED, et je vous invite à aller sur le stand français, vous pourrez voir des OLED qui sont présentés, et d'autres aspects comme des tissus lumineux sur le site. Voilà, je donne la conclusion à Patrick avant de passer à des questions. Je ne vais pas faire une conclusion, je pense qu'on va vous laisser quelques minutes éventuellement pour répondre aux questions, à des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser donc à Christophe ou à Stéphane. Bonjour, ce n'est pas une question que je voudrais poser, c'est une suggestion que je fais. Vous avez parlé d'éclairage sans réseau. Et moi, je réfléchis habitat informel. Et donc, on a trouvé il y a quelques années, aux Philippines, ils ont fait des expériences extraordinaires, donc des bidonvilles. Le premier truc, c'est qu'il n'y a pas de lumière dans les bidonvilles. Aucune lumière du jour, aucune fenêtre, rien, ils n'ont pas les moyens. Et donc le fait d'avoir de la lumière du jour, ça ramène la dignité. C'est-à-dire quelque chose qui est très important pour les gens qui sont dedans. Alors, il y a eu, aux Philippines, il y a eu une expérience, quelqu'un qui a eu l'idée de faire un trou dans la tôle qui est sur le toit, et vous en avez sans doute entendu parler, qu'il y a une bouteille de plastique avec un peu d'eau de Javel.
ça donne en termes de lumière à peu près le résultat d'une ampoule incandescente de 60 ou 80 watts, je sais plus. Donc avec vos machins là, vous avez, excusez-moi, mais vous avez la clientèle en Afrique du Sud, vous pouvez vendre 500 millions de mètres carrés. Alors comment allez-vous aborder le marché? C'est une question piège, mais je suis obligé de partir. Ça restait une question piège. Thank you for a very informed presentation. It was very rewarding, very challenging. Just a comment, in view of the fact that you are coming to present to UIA South Africa in 2014, I think Intelux and First Illuminate should have started a pilot project in one of our rural areas to establish this new form of lighting with the voltaic and sunlight. And when the Congress started, we could have gone to visit that project. Just a thought for future. On aurait pu faire une visite, c'était ça. Quelle était la question? I wonder if I understood your question. Was that you wished to see the stand, the French pavilion? Was that it? To have a presentation of the lighting on this side? Can you ask again? Sorry. I was proposing that prior to the Congress, you should have come down and conducted a pilot project in the rural area. So we could have gone as a Congress to visit it. I would be glad to do this. Of course. Thank you. Moi j'ai bien compris la manière dont vous articulez la conception de la lumière avec la conception des bâtiments peut-être. Et aujourd'hui, dans la conception des bâtiments, il y a le BIM qui est en train de prendre énormément, enfin en tout cas qui a un avenir, on imagine certain. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vos technologies peuvent être intégrées dans les process IFC, Revit, etc. mais que nous allons tous utiliser demain. Et est-ce que vous avez prévu, enfin est-ce qu'il y a cette articulation entre l'industrie de la lumière et la conception architecturale, puisqu'on conçoit des bâtiments de jour et de nuit. Je ne sais pas si... oui, donc effectivement, en fait, c'est pas vraiment une nouveauté d'aujourd'hui de devoir intégrer la lumière dans les bâtiments. Au jour le jour, nous, en tant qu'éclairagistes dans les équipes de maîtrise d'œuvre, on est amené à intégrer avec le bureau d'études nos solutions d'éclairage. Donc, si on est sur la partie technique, oui, évidemment, on s'intègre dans tous les logiciels, les Revit et autres, pour pouvoir donner nos informations finales, qui sont les seules qui intéressent le constructeur, qui sont où se trouvent les sources, quelle est la puissance, combien ça coûte, enfin quelle est la quantité. Donc ça, cette partie technique aval, j'ai envie de dire, c'est vraiment pour nous la dernière question qu'on se pose, c'est quelle est la lumière qu'on choisit. Ça, c'est facile et c'est déjà fait depuis très longtemps. La vraie question qui se pose, c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on donne les outils à l'architecte pour se rendre compte de ce que donne la lumière dans un projet. Les outils de type Revit, AutoCAD ou Archicad ou autres ont tous des plugins de lumière. Alors, ce sont des plugins qui peuvent être, donc Revit en dispose, on peut mettre un IES, ce qu'on appelle une source de lumière, et faire des simulations. Ils ont ça. Cependant, ça devient un outil assez expert. C'est comme si vous demandiez, si vous, architecte, vous disiez « Ah, j'ai envie de faire ma simulation d'acoustique dans mon bâtiment ». Oui, vous pouvez le faire. C'est-à-dire qu'il y a tous les outils dans les logiciels aujourd'hui pour le faire, plus ou moins précisément. Donc ça, c'est aussi une question assez importante, c'est qu'en termes de lumière naturelle, on a fait plusieurs études avec la Commission européenne, enfin la Commission internationale de l'éclairage, on se rend compte que les différents logiciels font des erreurs qui peuvent être assez importantes, surtout sur la lumière naturelle. On peut avoir des erreurs de l'ordre de 40% des quantités de lumière qu'on aura dans un bâtiment, mais on a une idée, si on a envie de savoir globalement quelle est la répartition, on a quelque chose qui est simple, enfin qui est de l'ordre de grandeur qui est correct. Mais les logiciels, pour les manipuler correctement, c'est assez expert. Donc nous, on le fait au jour le jour, c'est-à-dire qu'on a des logiciels, mais on sort de Revit et on va chercher des logiciels qui sont un peu plus spécifiques, mais qui discutent avec Revit. Donc on se met un petit peu en parallèle
du système de conception architecturale, on rend nos simulations, on rend nos effets en parallèle à l'architecte, mais à la fin, on rejoint le système en redonnant la solution finale qui dit où se trouvent les luminaires. Mais la question de la discussion avec l'architecte, j'ai envie de dire, si on se pose la question comme sur la thermique ou l'acoustique, l'architecte n'aura jamais le temps, je pense, ou la capacité, sauf avoir une très grosse agence, que vous avez peut-être, je ne sais pas, d'avoir suffisamment de personnes pour vraiment se lancer dans ce genre de simulation, de rendu de couleurs, de rendu d'images, etc. Nous, quelque chose sur lequel on lutte énormément, c'est sur les images nocturnes qui sont faites uniquement en Photoshop et qui sont une traduction, j'ai envie de dire, d'une intention architecturale, mais qui ne sont pas réalistes. Et ça, c'est quelque chose, je vois mon collègue qui acquiesce, parce qu'on a toujours la question d'un architecte qui nous dit voilà, moi je voudrais faire ça. Si l'image a déjà été rendue au client et que c'est une image dont on sait qu'elle n'est pas faisable en tant que telle, par exemple d'avoir un bâtiment en pleine journée dans lequel on voit très profondément dans le bâtiment ce qui se passe, etc., on ne sait pas le faire à moins de suréclairer l'intérieur. Voilà. Donc on lutte contre ces images-là, et oui, les outils de simulation, et Revit en particulier, peuvent permettre de se rendre compte de ce que ça donne, mais il faut être un peu expert pour les manipuler. Oui, merci. Je suis originaire du Bénin, et je suis préoccupé, disons, par l'usage qu'on peut faire de manière très triviale, très courante de la lumière. Aujourd'hui, avec l'OLED par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Disons déjà techniquement, comment, de manière très simple, on peut comprendre la mise en place d'une telle technologie dans des environnements pas très développés. Comment ça se passe? Et ensuite, même avoir déjà, ne serait-ce qu'une idée, mais très approximative ou indicative en termes de coûts, etc. Ensuite, par rapport à des matériaux, non, c'est très, vraiment, hein, c'est à la louche. Mais disons que nous avons besoin aujourd'hui, nous, de savoir, par rapport au type de matériaux qui sont les nôtres dans nos contrées. Parce que n'oubliez pas que nous sommes des espaces communautaires très importants aujourd'hui. Et nous avons des demandes également très importantes. Mais ce que j'entends ici, j'avoue que ça ne correspond pas du tout à la problématique qui se pose chez nous. Alors, est-ce que déjà, de manière très indicative, on peut avoir des débuts de réponse par rapport à l'approche technique? Par exemple, le LED, est-ce que ça nécessite un réseau, de schémas unifilaires spécifiques? Comment ça s'installe, etc. Merci. C'était une question. Ouais. Je vais y répondre de manière, j'espère, assez complète. L'idée de cette présentation était de montrer de nouvelles approches en termes de conception, d'éclairage, de nouvelles approches qui sont permises par de nouvelles technologies. La OLED par laquelle on a terminé cette présentation est très clairement une nouvelle approche en termes d'intégration de lumière, en termes de conception d'objets lumineux par exemple. En termes de performance pure, la OLED n'est clairement pas au niveau de la LED actuellement, et la LED dont vous entendez parler restera à l'heure actuelle la source première, je dirais, d'efficacité lumineuse, d'efficacité énergétique. Une source LED dont vous parlez en termes d'intégration, ça peut être tout et des choses très simples et des choses très compliquées. Des choses très simples, c'est une ampoule telle que vous la connaissez en incandescence, telle que vous la connaissez en fluo avec le même culot, elle existe en LED. Elle consommera simplement beaucoup moins, mais elle ira par exemple sur le même réseau. Autre intérêt de la LED, sa faible consommation, ce qui peut permettre, ce dont parlait Christophe, d'avoir des luminaires qui seront par exemple autonomes. Donc vous avez des luminaires qui seront uniquement alimentés par l'énergie solaire, et vous pouvez donc vous permettre d'éviter l'installation d'un réseau. Ceci s'est permis uniquement parce que ce sont des dispositifs qui sont très peu gourmands en énergie. Voilà. Peut-être effectivement l'idée de cette présentation était de voir une nouvelle manière de créer une architecture. Pour ce qui est d'un éclairage beaucoup plus conventionnel, beaucoup plus traditionnel, la source principale c'est la LED. Merci Stéphane, merci Christophe. Juste pour conclure, n'hésitez pas, vous allez sur notre site d'information, porte d'entrée aussi en anglais. On essaie de donner des solutions actuellement, et je vois que c'est quand même une des questions qui se posent le plus.
On avait deux de nos intervenants aujourd'hui qui effectivement sont beaucoup plus nombreux dans le cluster lumière, qui peuvent aussi vous apporter des conseils. La filière éclairage vit une véritable révolution. On travaille beaucoup sur la qualité dans l'éclairage, puisque c'est quand même une discipline qui est largement parfois un peu contestée. Ça évolue tellement vite, on a tellement des problèmes de qualité dans ce monde-là qu'on travaille beaucoup aussi dans cette dimension-là des choses. Voilà. Et je vous remercie de votre attention, bien sûr. Je remercie Christophe et puis Stéphane de la qualité de leur intervention. Et puis je vais passer la